comité d'organisation, d'avoir invité nous, les anesthésistes, sur votre journée. Je vais essayer de discuter notre place dans la prise en charge des infections complexes. Le contexte, c'est que une fois on a déclaré cette infection osteoarticulaire complexe, ça sort de compétences uniques de chirurgien ou d'infectiologue et ça nécessite une collaboration assez étendue des spécialistes différentes parce que chaque pathologie laquelle peut se rajouter dans la diagnostic principale peut modifier les résultats de traitement et mettre en danger peut-être le projet thérapeutique ultérieur. Quand est-ce que l'anesthésiste voit les patients avec IOA complexe? Déjà, on suit le parcours de patients à partir de première implantation de prothèses qui peut s'infecter. On sait que les ISO, les infections de site opératoire, sont assez rares. Nous, de notre côté, on essaye à contribuer pour que ce fameux moins 1% ne devienne pas réel. Mais néanmoins, il y a de 2000 à 2005 infections complexes en France par an qui se déclarent et qui mènent dans 70% à prise en charge chirurgicale qui peut être faite en urgence, soit à un temps ou deux temps, ou dans les itérations multiples dont le nombre on ne peut pas prévoir. Et l'anesthésiste voit ces patients, si c'est le cas des urgences, des fois juste quelques jours avant le bloc opératoire. Par contre, s'il n'y a pas de notion d'urgence, il y a le décret d'anesthésie de sécurité qui nous oblige de les voir plusieurs jours avant, donc au moins 48 heures, mais en réalité, le temps peut être assez large pour faire plein de choses. Pour les infections classiques de site opératoire en chirurgie articulaire, les facteurs de risque sont plus ou moins connus. Il existe des calculettes qui permettent à définir les patients selon le risque. Et on voit que les facteurs peuvent se diviser en deux grandes parties. C'est les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables dont certaines comorbidités et conditions. Vous voyez dans la colonne à droite où il y a des comorbidités, l'impact de ces comorbidités n'est pas énorme dans la formule commune. C'est plutôt les facteurs peu modifiables qui contribuent, mais si les facteurs sont nombreux, y compris les comorbidités, là, leur impact devient assez important. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui se passe dans les situations avec les infections ostéo-articulaires complexes, même si les calculettes de ce genre n'existent pas. Traditionnellement, les facteurs de risque modifiables sont groupés par les troubles métaboliques, mode de vie, l'environnement ou antibioprophylaxie ou antibiothérapie. Et nous essayons, hors contexte des infections, de gérer ces comorbidités. Alors, dans le contexte des urgences, c'est impossible. Par contre, quand il s'agit de prise en charge en plusieurs reprises, on peut faire déjà des choses intéressantes. Donc, voici les données de CLIOAC sur la cohorte 2010-2015. On a calculé combien de temps on voit les patients avant première chirurgie, souvent c'est une explantation, et combien de temps s'écoule entre explantation et réimplantation. Souvent, on voit les patients 14 jours avant la première chirurgie et deuxième temps, il s'écoule jusqu'à 51 jours. Donc, on a une fenêtre d'opportunité qui peut s'ouvrir et on a dans cette temporalité plusieurs actions qui peuvent être envisagées par les anesthésistes. Alors, dans une première fenêtre qui est courte, qui est de 2 semaines, les choses les plus intéressantes pour nous sont listées ici. C'est l'accès aux voies veineuses, on peut aider. On peut gérer les douleurs pour préserver les capacités fonctionnelles. On peut corriger ou pas les troubles métaboliques, troubles de coagulation et l'anémie. Le tableau qui est présenté ici, vous voyez les antibiothérapies d'attaque qui peuvent durer peu de jours, mais qui peuvent être extrêmement toxiques pour la veineuse périphérique.
Nous pouvons aider avec les midline et peakline. Le plus souvent, c'est peut-être une option de midline qui peut être envisagée parce que c'est une option très simple. Et on voit que le traitement d'attaque avec les antibiotiques courantes, c'est le traitement agressif avec le pH qui peut être extrêmement défavorable pour le réseau veineux, notamment vancomycine, lévofloxacine, dapto, avec le pH extrêmement acide. Et comme ce sont des patients assez âgés, avec le réseau veineux déjà compromis et qu'on ne veut pas mettre les cathères veineuses implantées d'emblée, on peut gérer ça avec les midlines. Douleurs et capacités fonctionnelles, ce sont des douleurs plutôt d'origine inflammatoire par excès de nociception. Il y a très peu de douleurs neuropathiques, donc il n'y a pas lieu de rajouter les traitements assez complexes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prescrire les anti-inflammatoires qui sont des vrais antalgiques dans ces conditions parce que ça majeure le risque d'infection. Et il y a peu d'intérêt de techniques interventionnelles, par exemple les blocs, parce qu'on opère souvent avec ces blocs sur l'extrémité qui est déjà infectée et peut-être dans les conditions d'infection non maîtrisées. Donc nous pouvons ajuster la thérapie antalgique par les prescriptions de morphiniques. On peut ajuster la thérapie préexistante. Le problème majeur, c'est le tramadol chez les personnes âgées. Des fois, cette molécule pose plus de problèmes que de bénéfices. Et il y a l'intérêt des formulations combinées, par exemple paracétamol, lamaline, paracétamol, opium, etc. On peut aussi jouer sur amélioration de sommeil par rajout de laroxyle. C'est un médicament qui peut être intéressant pas seulement pour le sommeil, mais aussi pour le contrôle de douleur. C'est un médicament qui est plus utilisé dans les douleurs chroniques d'origine neuropathique, mais avec les troubles de sommeil et les douleurs, ça peut améliorer les qualités de vie des patients en attendant la chirurgie. Anémie et les troubles métaboliques et de coagulation sont présents assez souvent chez ces patients. Dans les cas d'inflammation systémique, on voit souvent hyperglycémie et chez les patients diabétiques, on voit le diabète qui se déséquilibre assez rapidement. Le contrôle étroit de glycémie est toujours intéressant, surtout dans les cas des infections, mais c'est assez rare de voir prescrire insuline en consultation d'anesthésie. Par contre, les patients qui sont hospitalisés dans les services en attendant la chirurgie peuvent bien bénéficier de contrôle de glycémie assez étroit. Le vigilance assez important est nécessaire sur le statut volémique, albuminémie, parce que ça peut impacter directement la fonction rénale, surtout en périopératoire, surtout avec la chirurgie. Je comprends pas pourquoi ça saute. Surtout avec la chirurgie qui peut faire saigner. L'anémie, on ne la traite pas forcément en période préopératoire, sauf les indications vasculaires, quand il y a une insuffisance coronarienne, où il y a des seuils transfusionnels à respecter. Les gestions des anticoagulants, des antiagrégants, on se réfère vers les protocoles de SPHAR, il n'y a pas de particularités dans la première période, et on essaie de supplémenter ces patients par la vitamine D, qui a le rôle majeur dans ces infections, et aussi dans le génésis de l'anémie. On verra ça tout à l'heure. Et quand on passe sur notre deuxième fenêtre d'opportunité, il est important que nous soyons au courant de ces patients le plus tôt possible. Donc c'est un message aux chirurgiens, aux infectiologues pour nous informer aussitôt, pour envoyer ces patients en consultation assez rapidement. Souvent, ces patients sont programmés en consultation d'anesthésie à l'issue déjà de la sortie de première chirurgie. Et là, on s'occupe de gestion d'anémie, capacité fonctionnelle et douleur, maîtrise de thromboprophylaxie et aussi on essaie à gérer la colonisation éventuelle au staff. Je vous montre encore ce tableau de CRIOAC Lyon 2010-2015. On voit que nous avons trouvé 69 patients qui ont bénéficié de chirurgie en 2 temps après primo-implantation. C'est pas souvent en fait de trouver ces patients parce qu'habituellement on a des patients déjà multi-opérés et nous avons vu que chez les patients chez qui on a le taux d'hémoglobine inférieur à 120,
le taux d'échec de deuxième implantation, il était beaucoup plus élevé. Ça a été associé avec une anémie préopératoire. Cette anémie, c'est un facteur indépendant des infections de site opératoire et ça a déjà été prouvé par plusieurs études. On voit que grossièrement, l'anémie préexistante majeure jusqu'à 3 fois le risque de développement des infections ostéo-articulaires chez les patients tout venant pour les chirurgies de genoux et de hanches. Et c'est un facteur de risque qui est facilement modifiable par l'EPO et perfusion de fer IV. Et c'est pas seulement pour éviter les transfusions. Souvent, cette anémie est associée en effet avec le carence en vitamine D qui joue le rôle assez important parce que cette carence est associée avec modulation de l'hepcidine qui participe à chélation de fer et qui prévient en fait développement qui favorise le développement de l'anémie en post-opératoire. Cette supplémentation, elle n'est pas coûteuse, elle est très simple et dans notre centre, elle est implémentée quasi systématiquement pour ces patients. Traitement d'anémie, il est aussi implémenté dans la façon systémique. On a créé des ordonnances et nous travaillons avec les SSR où se trouvent souvent les patients en post-chirurgie et ça se passe assez facilement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le médicament qui s'appelle Fer-Inject, qui nous permet de supplémenter le manque de fer à une seule injection, il était actuellement autorisé pour injecter même à domicile à condition de monter HDJ, hôpital à domicile, hospitalisation à domicile. Il y a déjà toutes les choses nécessaires pour que cette question soit adressée d'emblée. Capacité fonctionnelle et douleur, nous avons essayé de voir de quelle douleur souffrent les patients en post-opératoire entre première et deuxième phase de chirurgie. Nous avons vu qu'il y a quand même plus de moitié des patients qui sont algiques en conditions dynamiques. Il y a 30% qui sont algiques au repos. C'est un véritable problème. Le traitement de ces douleurs est assez complexe parce que à la fois la morphine, quand on ne bouge pas, il n'est pas utile, mais quand on bouge, il n'est pas utile non plus parce qu'il ne marche pas aussi vite. C'est délicat de parler de traitement de douleurs neuropathiques parce qu'on ne les retrouve pas énormément non plus. Les solutions qui peuvent être envisagées pour traitement de ces douleurs vont venir. Parmi ces solutions, c'est les formulations de sulfentanyl sublingual qui ont été présents sur le marché en France il y a quelques années, qui ont été retirés à cause de problèmes d'approvisionnement et aussi le fabricant de dispositifs et qui sont apparus actuellement sous le nom de Zuvezo. C'est le sulfentanyl sublingual en monodose qui peut permettre des ambulations assez courtes et traiter les douleurs induites par les soins chez ces patients. La maîtrise de thromboprophylaxie chez ces patients, elle est aussi compliquée. À la fois, il y a l'allaitement, à la fois, on peut les mobiliser, mais on n'a pas d'appui. Dans toutes les conditions où ça devient compliqué, il ne faut pas hésiter à utiliser la compression intermittente. Maintenant, il existe des solutions assez peu encombrantes avec les chaussettes à usage unique qui peuvent être laissées chez les patients, avec le moteur qui peut être branché et débranché et qui peuvent être utilisées surtout dans les conditions où on a du mal à contrôler la décoagulation efficace ou dans les conditions où les patients ont des problèmes d'élimination surtout rénale. Les patients passent quand même pas mal de temps dans les hôpitaux. Pour nous, ils sont considérés comme tous colonisés au staphylocoque. On se pose plus de questions pour prélever vraiment et tester est-ce qu'il y a un staph métier R ou métier S. Lorsqu'on voit des patients qui sont hospitalisés depuis très longtemps, depuis plus de quelques mois dans les SSR ou dans les hôpitaux,
Ils sortent tous avec ces ordonnances de décontamination systématique par mupirocine, douche et chlorhexidine. Les recommandations n'existent pas sur ce sujet, ça fait objet de débat, mais quand même, il est clairement noté que les sujets hospitalisés, donc le temporalité je vous ai donné, mais aussi les patients immunodéprimés peuvent bénéficier de cette prise en charge. On peut parler de type d'anesthésie, est-ce que ça peut favoriser ou pas le traitement anti-infectieux? Les données sont contradictoires. Les anesthésistes qui utilisent anesthésie locale sont persuadés que les blocs en soi peuvent aider par l'effet de blocs sympathiques, vasodilatation et amélioration de circulation périphérique dans les tissus. À notre centre, on utilise beaucoup de rachianesthésie, même sur les chirurgies qui durent longtemps. Pour le confort de patient, on utilise assez souvent et facile une sédation associée. Pas seulement il y a cette dilatation, vasodilatation systémique qui joue le rôle, mais aussi la maîtrise de douleur post-opératoire est beaucoup plus intéressant parce que l'effet post-bloc perdure longtemps. On utilise souvent la morphine intrathecale, ce qui permet de contrôler les douleurs dans les premières 24-48 heures sans aucun problème. Alors, pour conclusion, nous pouvons faciliter l'antibiothérapie, promouvoir la capacité fonctionnelle, prendre en charge douleurs post-opératoires. On peut aider dans la maîtrise de troubles métaboliques et risques thromboemboliques, maîtriser l'anémie, mais aussi on peut coordonner les avis de spécialistes et participer à la recherche et au RCP. Je sais que Teslan actuellement mène une étude avec les choses différentes, notamment les phages. Et les anesthésistes peuvent aider dans les études PKPD parce que c'est eux qui sont constamment au chevet de patients dans la salle d'opératoire. Ils peuvent aider avec tous ces prélèvements. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'aurais une question. Vous n'avez pas parlé du bilan nutritionnel. Est-ce que vous faites une recherche d'une possible dénutrition? Et laquelle? Merci beaucoup. C'est très intéressant votre question parce que il n'y a pas de recommandation sur le bilan nutritionnel actuellement. Ma collègue avec laquelle ça a été préparé, Dr Macabeo, a un projet de recherche pour justement mettre en place le dépistage systématique. Comment on peut faire mieux? Est-ce que c'est seulement les prélèvements biologiques avec préalbumine et compagnie, ou il y a d'autres choses à faire? Mais le dépistage en soi-même, c'est pas assez en fait. Il faut les actions après, et on ne sait pas quelles sont les actions les meilleures, parce que la nutrition en soi, c'est assez délicat. Si dans la chirurgie abdominale lourde et cancéro, on a des pistes avec immunosuppression, des boosters, alors dans cette chirurgie, on n'arrive pas. Donc comment on peut agir, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut adapter alimentation pour corriger microbiote? Je ne sais pas. Et supplémenter hypoalbuminémie par albumine pour cette chirurgie, c'est une option qui peut s'envisager, mais c'est difficile à répondre pour quel but exactement. Donc la réponse, on y pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas. Des questions? Alors, il y a une question dans le chat. Merci beaucoup, c'est très intéressant et effectivement, je pense qu'on peut éviter pas mal de complications avec une bonne préparation, mais ça nécessite quand même une évaluation qui est assez complète. En plus, il faut faire l'évaluation nutritionnelle et comment vous faites pratiquement? Vous faites un hôpital de jour parce qu'en consultation, c'est